Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne La Vérité en Marche Ariane Billeran. Beaucoup de gens la connaissent déjà, parmi les individus qui sont dans, entre guillemets, la résistance à cette crise sanitaire. Je voudrais simplement la saluer pour son travail qu'elle fait depuis déjà plusieurs mois auprès de différents lanceurs d'alerte, auprès de différents comités. Ariane Billeran, c'est non seulement une normalienne, une psychologue clinicienne, une docteure en psychopathologie, mais également elle a une formation littéraire et en philosophie politique et morale. Je vous laisse vous présenter et qu'on puisse ensuite aborder notre sujet qui est la psychopathologie du pouvoir. Bonjour Bonjour Ariane. à tous, merci de me recevoir. Vous avez tout dit, on peut peut-être rajouter que ça fait très longtemps que je travaille sur ces dérives du pouvoir, voilà, au travers des questions comme le harcèlement, la perversion, l'autorité, qui est l'antidote aux dérives de pouvoir. Donc voilà, j'ai écrit plusieurs livres dessus, dont Psychopathologie de la paranoïa et Psychopathologie de l'autorité, qui sont à mon avis très importants pour comprendre la crise collective dans laquelle nous nous retrouvons. Oui, c'est ça, une sacrée crise collective, inédite, puisque c'est quand même une crise mondiale qui touche tout le monde et qui nous montre finalement les véritables motivations psychologiques d'un pouvoir en place qui sert peut-être de cette crise pour faire avancer un agenda idéologique, puisqu'on le sait, la politique, ce n'est que finalement la mise en action d'une idéologie. Mais ce qui serait intéressant de voir finalement, c'est dire comment s'articule cette idéologie à travers ce que vous étudiez, c'est-à-dire la psychopathologie du pouvoir. Là, on le voit en temps réel, finalement. On voit en temps réel la violence d'un pouvoir qui se met en place contre ces peuples, contre leur peuple, finalement au détriment totalement de toutes les notions démocratiques qu'on a pu étudier quand on était plus jeune, pour ceux qui ont fait des études ou pas, entre guillemets, déjà les notions de démocratie. Vous pouvez déjà peut-être nous définir un petit peu la psychopathologie du pouvoir, nous montrer comment Oui, ça se met en place en ce moment, enfin depuis déjà 2 ans. oui, oui. Alors, déjà, je pense que c'est important de dire qu'on peut avoir plusieurs lunettes pour interpréter et essayer de comprendre et analyser la crise actuelle. Et ces lunettes, voilà, peuvent être différentes et elles sont pour plusieurs particulièrement intéressantes. Celle qui me parle et qui m'a toujours parlé, c'est effectivement les lunettes de la psychopathologie du pouvoir. Alors, la psychopathologie, pour essayer de les résumer, c'est l'étude des troubles mentaux. On va résumer ça comme ça. Psyché en grec ancien veut dire maladie, veut dire âme. Pathos veut dire maladie. Donc, la psychopathologie, c'est la spécialité de la psychologie qui essaye de comprendre, d'expliquer les mécanismes des troubles psychiques pour diagnostiquer au mieux et aider au mieux les individus. Voilà, donc il y a cette dimension de compréhension de processus, c'est-à-dire comment ça marche. Alors, le comment ça marche dans cette spécialité de la psychologie, qui rejoint aussi un petit peu la psychologie clinique, c'est justement d'allier la recherche conceptuelle et la recherche clinique. Mais dans le clinique, c'est au sens propre presque d'Hippocrate, c'est qu'on va être au chevet du patient en considérant que rien d'humain ne nous est étranger et que si on analyse ne serait-ce qu'un seul, ce qu'on appelle des cas cliniques, on peut quand même dérouler une certaine compréhension des subtilités, des mécanismes psychiques, également pour d'autres individus. Bien sûr. Donc, concernant le pouvoir, donc on est vraiment à l'opposé des logiques quantitatives actuelles, qui sont aussi, qui font le lit du totalitarisme. On est vraiment sur la compréhension fine des mécanismes et qui n'est pas toujours évidente. Concernant le pouvoir, bien évidemment, cela comprend l'analyse des dérives du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe dans le rapport du psychisme individuel ou collectif, parce qu'on peut considérer qu'il y a des phénomènes de groupe, phénomènes psychiques de groupe, par rapport au pouvoir. Alors, personnellement, ayant aussi donc une formation de philosophie morale et politique, je considère que le pouvoir est une nécessité.
Par contre, il est plus ou moins bien exercé. Et tout l'enjeu est là, c'est-à-dire que la question du pouvoir, c'est la question des sentiments d'impuissance auxquels on peut parfois tenter de remédier, entre guillemets, par des sentiments de toute puissance. Donc, en fait, la question de cet exercice équilibré, juste et mesuré du pouvoir, c'est vraiment une question très complexe. Et donc, bien sûr, dès qu'il y a abus de pouvoir, on peut se poser la question, en tout cas, je trouve intéressant de mon point de vue, que je n'impose à personne, bien sûr, de la poser, c'est la question qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique, tant pour ceux qui sont tentés par l'abus de pouvoir que ceux qui sont tentés par ne plus rien exercer de leur pouvoir et de leur responsabilité. Et voilà comment tout ceci s'articule. Et cette crise, je pense qu'on peut la lire du point de vue, à minima, d'un abus de pouvoir des gouvernements sur les peuples et d'un exercice arbitraire du pouvoir où les individus sont écrasés par rapport à des enjeux qui sont des enjeux manifestement de lobby, d'intérêt privé, des enjeux idéologiques aussi. Je pense que ça a toujours été comme ça finalement, mais que on ne le voyait pas, c'était plus sous-jacent, et que comme là, nous sommes dans une phase de changement de société, de système, je dirais même, probablement que les politiques se sont rendus compte que ce système dit capitaliste tel qu'il était conçu ne pouvait pas continuer de manière indéfinie avec des ressources finies. Et donc, ils ont décidé, ou ils décident de manière collective, de changer finalement, de prendre un virage sociétal important. Et ce virage, il a été notamment expliqué par Klaus Schwab, c'est le président du Forum économique mondial. Et son objectif, clairement, c'est une quatrième révolution industrielle. Alors, eux, ils disent effectivement qu'ils utilisent cette crise pour accélérer ça. Bon, de toute façon, ils ne diront pas qu'ils ont créé la crise pour accélérer leur agenda, ce qui est logique, ou qu'ils l'ont même instrumentalisé. Mais finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu quand même toujours les mêmes mécanismes qui se déroulent à chaque guerre qu'on a pu vivre au cours de l'histoire. Celle-ci en est une autre, sous une autre forme, non? Oui, c'est mon point de vue. Ce qui est assez, on va dire, original dans la crise que nous traversons est lié, à mon avis, au développement inédit de certaines technologies. Mais dans le fond, personnellement, je pense que c'est la tentation permanente dans l'humanité d'exercer davantage de pouvoir et de domination, et que l'ambition de la domination totale, qui est le totalitarisme sur les individus, elle n'est pas nouvelle. Donc, c'est l'histoire pour moi de l'humanité. Alors, c'est vrai que le psychisme, c'est une affaire complexe. C'est-à-dire que cela dépend de notre héritage affectif familial, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des secrets de famille non résolus, des tragédies dont il est interdit de parler, des traumatismes lourds qui vont peser, bien sûr, sur les générations suivantes. C'est lié aussi à notre développement psychique infantile, comment ça s'est passé pour nous dans notre construction psychique, notamment dans notre première enfance. Et c'est une interaction entre notre tempérament propre, parce que nous avons aussi un tempérament propre, et notre environnement tel que nous l'avons vécu et ce qui a pu se passer. C'est aussi le produit de notre histoire et de notre parcours, des événements auxquels nous avons été confrontés. Nous ne sommes pas les mêmes à 40 ans qu'à 20 ans, nous n'avons pas. Et oui, mais c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui évolue, qui peut évoluer dans le sens de davantage de construction psychique, ou qui peut évoluer, presque involuer, en fait, si on pourrait le dire comme ça, vers une régression, comme ça se passe dans les phénomènes collectifs de type sectaire et de type totalitaire. Donc, ça dépend aussi de ce que nous avons fait de nos événements de vie, ce que comment nous les avons travaillés, élaborés. Alors, les déviances du pouvoir, elles sont de deux ordres. La première, c'est le laxisme, c'est-à-dire tout est permis, il n'y a pas de règles, et ça va avec un certain relativisme du point de vue de la vérité. Le juste, c'est pareil que l'injuste, le vrai, c'est pareil que le faux. C'est une dérive. La deuxième, c'est l'autoritarisme, c'est-à-dire le règne de la contrainte, l'écrasement de l'individu,
ce qui peut impliquer bien sûr des pratiques destructrices telles que le harcèlement. Et l'apogée de l'autoritarisme, c'est le totalitarisme, bien sûr. Donc, parfois, les deux peuvent se mettre en place de façon alternée dans une même structure, dans une même entreprise ou dans une même famille. C'est-à-dire, il peut y avoir un laxisme sur un sujet et un autoritarisme sur un autre. Hein. Alors, c'est très compliqué de trouver le bon équilibre. Et encore une fois, il faut-il être conscient que l'exercice du pouvoir est une chose extrêmement délicate. Oui. Et d'autant plus que le pouvoir suppose une relation asymétrique. Hein, c'est-à-dire celui qui détient le pouvoir et celui qui ne le détient pas. Donc, il est très facile d'abuser du pouvoir. Je renvoie vraiment à mon livre « Psychopathologie de l'autorité » qui malaxe toutes ces questions. Le philosophe Kant disait qu'il y avait vraiment deux exercices les plus difficiles au monde qui étaient gouverner et éduquer. On voit qu'à chaque fois, c'est un exercice de pouvoir. Hein, donc, voilà, en substance, c'est la même chose. Hein. On gouverne sur une famille, on gouverne sur un État, et donc, ce sont vraiment des exercices très délicats. Et trouver le bon équilibre et la bonne mesure, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Par exemple, si je gouverne en entreprise et je ne mets pas de limite à un harcèlement ou des calomnies qui peuvent survenir dans des équipes, je suis en train de faillir dans l'exercice du pouvoir et je laisse de la place à l'arbitraire. Donc, de même, si j'exerce un pouvoir arbitraire et absolu, je suis dans la démesure et les individus seront également en fait en souffrance. Hein, donc, c'est très compliqué. C'est vraiment... oui. Et c'est une lecture qu'on peut avoir de aujourd'hui. C'est effectivement intéressant de voir cette définition de la déviance du pouvoir et comment elle peut être marquée finalement à partir de l'enfance, des faiblesses de l'enfance, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'un déséquilibre psychique qui est lié à l'enfance peut se répercuter très largement à l'âge adulte, notamment si c'est une personne qui exerce des fonctions de pouvoir. J'allais dire, c'est presque plus le sentiment... Oui. Oui, enfin, j'allais dire, c'est presque ce qu'on ressent chez les dirigeants de nos jours. Qui sont plus le sentiment d'impuissance est grand, plus on va chercher du pouvoir, en fait. Hein. Ce qui entraîne, oui, une forme de défiance des peuples et de rejet, finalement, consécutif à ça. La personne qui est dans cette démarche totalitaire, elle veut imposer des choses, finalement, mais ça ne marche pas aussi bien qu'elle veut. Et donc, elle en impose encore plus. Et ça crée finalement des phénomènes de résistance dans la société très puissants, comme on peut le voir à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, pour revenir un petit peu à ce qu'on avait plus ou moins préparé, quel est le rapport entre la perversion psychologique et le sentiment de toute puissance ? Alors, la perversion, c'est une catégorie mentale en psychopathologie qui relève du champ narcissique. Alors, en psychopathologie, on va raisonner par catégorie mentale, mais il faut bien entendre que ce n'est pas de façon rigide ni absolue. Hein, c'est-à-dire qu'il existe une sorte de continuum du normal au pathologique dans lequel nous pouvons tous glisser, hein, comme l'avait bien défini le philosophe Canguilhem. Donc, ces catégories, elles doivent simplement nous servir à essayer de comprendre pour diagnostiquer et aider l'individu. Elles parlent de plusieurs choses, ces catégories. Elles parlent d'un rapport à la réalité, d'un rapport à la langue, d'un rapport à l'autre, d'un rapport au temps, d'un rapport à l'espace, par exemple. Alors, la perversion, on va dire qu'elle relève des troubles narcissiques. Elle ne relève pas de la psychiatrie car il n'y a pas de délire. C'est important. Mais de troubles narcissiques, c'est-à-dire que l'individu, pour le dire de façon sommaire, a une très haute idée de lui-même. Et il peut être tenté par l'exercice de la toute-puissance sur autrui, d'autant plus que dans la perversion, le rapport à l'autre, c'est un rapport instrumental. C'est-à-dire que l'autre n'est pas considéré comme une fin en soi, un autre sujet, dans une véritable altérité, mais il est utilisé comme un instrument pour son propre intérêt, sa propre jouissance. Donc, le sentiment de toute-puissance va conférer au sujet une forme de plaisir sadique et de cruauté dans sa domination exercée sur l'autre. Oui. Résumé. On peut le voir à petite échelle, parfois dans des couples, dans des familles, et à grande échelle au niveau du pouvoir, parce que là, on analyse le pouvoir.
et c'est très marqué en ce moment même, sans citer personne. On voit des profils qui se dégagent vraiment autour justement de ce type de perversion. C'est assez, Oui, enfin, absolument. j'ai l'impression que c'est assez quand même, c'est assez important, oui, hein, dans la matière. Euh, Est-ce qu'il y a un lien finalement entre, parce que vous aviez dans une précédente vidéo avec le journaliste Pierre Barnérias, j'avais bien aimé le départ où vos amis vous disaient, surtout si on te parle de complot, ne parle pas de complot. Oui. Vous aviez commencé en disant, bah, justement, j'ai envie de commencer par ça, et de dire que oui, le complot, c'est dans la nature du pouvoir. Donc j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a un lien entre le complot et la psychopathologie, et si oui, quel est ce lien? Oui, c'est-à-dire que moi, je suis une impertinente au sens où si on m'interdit ou on ne veut pas que j'aille poser certaines questions, je vais aller les poser. Il y a un lien certain s'agissant de la psychose paranoïaque. Donc, je vais essayer de définir, c'est un exercice complexe, hein, d'essayer de vulgariser un peu des notions voilà, Technique, oui. compliquées. Mais on va dire que la psychose, exactement, la psychose, c'est une catégorie mentale de la psychopathologie qui se caractérise par le déni de la réalité et souvent la construction d'un délire, c'est-à-dire d'un autre récit pour parler de la réalité, mais ce récit n'a pas de fondement, ne correspond pas à la réalité, à Oui. l'expérience éprouvée dans la réalité. Donc, dans les délires de persécution, qui sont de deux ordres au niveau de la psychopathologie, il y a un délire de persécution dans la schizophrénie, dit paranoïde, et un délire de persécution dans la paranoïa. Ce ne sont pas les mêmes, mais dans les deux délires, la thématique du complot peut intervenir. Mais bien évidemment, il n'y a aucun rapport ni avec la vérité et la réalité. Donc c'est là que c'est pathologique, c'est dans cette absence de rapport. Hein. Si la personne se dit persécutée par ses voisins et manifestement il n'y a rien, il n'y a pas de rapport. Donc il y a une erreur, hein, une erreur ou une fausseté de jugement. Dans la paranoïa, on va parler d'une folie systématisée ou d'une folie résonante, c'est-à-dire que c'est un récit qui a l'apparence de la raison, mais ce n'est pas la raison. Il n'y a pas de vérité logique, ni de vérité qui soit fondée sur un retour de l'expérience. Donc le délire de persécution, il est organisé de la manière suivante. Le paranoïaque pense qu'il y a un complot contre lui, donc il va mettre en scène des complots pour se protéger des complots contre lui. En clair, ce sont des profils qui harcèlent au nom de leur légitime défense. C'est totalement lié à l'exercice du pouvoir. Je dirais même qu'il faudrait un petit peu de vigilance quand on exerce le pouvoir, parce qu'il faut faire attention à ses ennemis. Pour un chef d'entreprise, il faut faire attention à la concurrence, aux attaques de la concurrence. Donc, la question qui se pose, c'est de cette vigilance à la folie de la persécution, la frontière est parfois floue. Oui. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie morale et politique, donc à commencer par Platon, a toujours mis en garde contre la tentation du pouvoir. Il faudrait absolument éviter de mettre au pouvoir ceux qui aiment le pouvoir, et que moi j'appelle les passionnés du pouvoir, parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils ont la passion du pouvoir. Et ils peuvent de ce fait commettre les pires agissements pour s'y maintenir, pour y accéder et pour s'y maintenir. Le problème, c'est qu'il faudrait donc mettre au pouvoir des gens qui n'ont pas cette passion du pouvoir, précisément. De ce fait, ils ne veulent pas du pouvoir. Voilà. Oui. Donc, la question du rapport entre le pouvoir et le complot, c'est quelque chose qui date depuis la nuit des temps. On peut citer Néron et l'incendie de Rome, par exemple, ensuite où il va accuser les chrétiens alors que c'est lui-même qui est l'auteur de l'incendie. Enfin, voilà, donc c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. On appelle ça de nos jours les attentats sous faux drapeau, ces expressions qui reviennent souvent. En fait, on a l'impression que c'est un pays qui attaque un autre, alors que c'est une équipe de renseignement de notre pays qui a fait passer ça finalement pour une fausse attaque. Enfin, on se comprend. Effectivement, c'est très intéressant de ce lien qu'il y a entre le... Et c'est pas facile pour les gens justement de comprendre ce lien qu'il peut y avoir entre l'inconscient, entre la psyché, et donc la maladie de l'âme et les complots. D'autant plus lorsqu'on est dans une forme en ce moment de crise qui est de nature mondiale, et c'est souvent ce qui revient dans l'esprit des gens, c'est oui, mais quand même c'est mondial.
Il n'y a pas de raison finalement qu'il y ait quelque chose de négatif, c'est mondial. Et ça, je l'entends souvent dans mon entourage, parmi des gens qui sont très éduqués, je veux dire, ils ont tous des bonnes professions, ils ont fait des études supérieures, et ils sont, comme vous disiez justement dans une précédente vidéo, je crois que c'était un comité franco-italien, où vous parliez justement du traumatisme dissociatif et du déni, et je le vois, hein, autour de moi, il y en a énormément qui sont dans le déni. Et presque, ils nous accuseraient à nous, qui essayons de mettre des mots dessus, d'expliquer la cause, de dire que c'est nous qui ne voyons pas. Et ça revient un peu sur ce qu'on disait un peu au début, c'est délicat, c'est sensible, c'est pas facile à rationaliser tout ça. Donc, je trouve que, enfin, c'était juste une petite remarque que je vous donnais comme ça pour illustrer un petit peu la période et comment la psyché a un impact fort, enfin les croyances, on va dire plutôt, ont un impact fort sur des gens très éduqués et à contrario, parfois, des gens très intuitifs qui n'ont pas forcément beaucoup d'études ressentent très bien qu'il y a un problème. Est-ce que vous Ils ne sont pourrez... pas coupés de la réalité de l'expérience. Je crois que Exactement. ça, c'est fondamental. Oui, c'est exactement ça. Ils ne sont pas coupés de la réalité de l'expérience, exactement. Est-ce que vous pensez que, ou plutôt, j'allais dire, quelle est la place de la religion dans la psychopathologie du pouvoir? La place de la religion, ou on pourrait dire même peut-être plus largement, d'une forme de spiritualité. Et sachant que la religion a quand même été, parfois, étant donné que c'est un dogme, hein, ce sont des dogmes. C'est un sujet très sensible, hein, j'ai bien conscience lorsque je dis ça. Mais elles sont utilisées par le pouvoir parfois, comme toute forme de dogme. Là, en ce moment, on est dans un dogme scientifique, qui est une autre forme de Oui, dogme, avec une forme de religiosité également. qui a une On forme peut de avoir la foi dans... religiosité. Exactement. Une foi irrationnelle, d'ailleurs. Hein. C'est le propre, finalement, de cette foi irrationnelle. Hein. Oui, finalement. Alors, quelle est la place de la religion et non pas de la spiritualité dans la psychopathologie du pouvoir? Et là, Alors, on va l'orienter peut-être sur la religion scientifique, plus que sur la en religion, fait, on peut ou on peut garder, faire les mais deux. c'est vrai que c'est toujours, ce sont des sujets extrêmement délicats. Donc, c'est vrai que moi, je reste depuis ma place en tant que, voilà, je crois que là, pour le coup, la psychopathologie nous sert sous un certain angle et la philosophie également. Et je me rappelle que quand j'étais jeune et en classe préparatoire, justement en philosophie, nous avions eu une dissertation qui était «Pourquoi les religions opposent-elles les hommes?» Donc, on était dans le sujet. Et personnellement, j'en avais conclu, et je reste sur cette conclusion, que ce ne sont pas les religions qui opposent les hommes, mais c'est l'utilisation des religions sous forme de prétexte à l'exercice d'un pouvoir temporel plus vaste. Oui. C'est-à-dire qu'on va utiliser un supposé pouvoir spirituel ou céleste en réalité pour exercer un pouvoir temporel, matériel plus vaste. Alors, ce qui est délicat dans les religions, c'est que les religions fonctionnent souvent à des textes et fonctionnent souvent à l'interprétation de ces textes. Or, la psychose paranoïaque, qui est donc une fois encore une des grandes pathologies du pouvoir, fonctionne à l'interprétation. C'est une folie résonante qui fonctionne à l'interprétation, qui confond l'esprit et la lettre, qui n'a pas de capacité d'accès à ce qu'on appelle, nous, la symbolisation, hein, donc capacité de symboliser ou de comprendre qu'il peut y avoir d'autres messages dans le message, etc. Et c'est une psychose qui est psychologiquement contagieuse. Donc, elle peut facilement s'immiscer dans tous les registres qui relèvent de l'interprétation. Et de ce fait, les textes religieux sont l'outil rêvé pour produire des nouvelles idoles et des idéologies qui vont servir les abus de pouvoir et le pouvoir totalitaire. Je crois que c'est de ce point de vue-là qu'on peut regarder sous l'angle de la psychopathologie. D'accord, ouais.
C'est vrai que c'est intéressant. Et je dirais que finalement, peut-être que les religions sont simplement, comme vous disiez très justement, un outil euh, textuel, pour reprendre le terme du texte, euh, qui, j'allais dire, qui est mal expliqué à leurs adhérents, aux croyants, dans le sens où, en expliquant seulement peut-être une moitié de compréhension, c'est-à-dire en contrôlant l'information, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les psychologies totalitaires, en contrôlant l'information et en donnant qu'une partie de cette information, ça nous permet de contrôler finalement l'individu, c'est-à-dire on va contrôler ce qu'il pense, puisque les mots, finalement, la pensée, sont déjà les premiers vecteurs de ce qu'on va mettre dans l'esprit de quelqu'un, que ce soit à travers la religion, à travers la télévision, à travers Internet permet d'éclater un petit peu tout ça, mais j'ai bien l'impression finalement que la religion est finalement perçue pour beaucoup comme un dogme indépassable et que ça arrange bien le pouvoir. Oui, oui, je crois qu'on peut le dire comme ça. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur l'idée de fond, là. J'ai l'impression que je me suis un peu mélangé, mais c'est pas très grave. Non, je pense qu'on peut distinguer, enfin, si on est sur cette question religieuse, enfin, d'un point de vue philosophique. D'un point de vue philosophique, on va distinguer la religion des institutions religieuses. Les institutions religieuses, elles peuvent se retrouver aux prises avec les mêmes dérives du pouvoir que dans n'importe quelle institution. Donc, ces institutions, elles peuvent en arriver à s'improviser Dieu, à penser, parler, agir au nom de Dieu pour véhiculer des paroles et des actes qui sont davantage liés à la prédation, à la violence, au meurtre, et jusqu'à une certaine, enfin on en a beaucoup d'exemples aujourd'hui, jusqu'à une certaine folie, et qui pour nous, du point de vue de la psychopathologie, va s'apparenter au délire mystique, à ce qu'on appelle du délire mystique, donc qui relève aussi du champ paranoïaque. Hein, donc c'est très, ce sont des sujets très délicats. Mais si on regarde, oui. Donc, j'allais dire, mais est-ce que ça veut dire finalement que la religion étant dans son délire mystique parfois, est-ce qu'on peut l'assimiler en tout ou partie à une forme de pathologie finalement? Tout à fait, bien sûr, de pathologie collective. Pathologie Alors, collective, oui. Il y a un texte de philosophie qui, pour moi, du point de vue de la philosophie, est fondamental, bien qu'il soit parfois difficile à trouver. Ce sont les leçons sur la philosophie de la religion de Hegel. Et donc, du point de vue philosophique, il y a une interrogation sur qu'est-ce que c'est la religion. C'est une interrogation que va poser Hegel, la religion non dévoyée. Il va la définir de cette façon, il va dire la religion est l'esprit conscient de son essence, l'esprit fini en se déterminant comme fini, se détermine comme infini en face de l'esprit avec un grand E. Ça veut dire que l'esprit, il rajoute, il dit, je vais expliquer, l'esprit fini fait de l'esprit infini son objet et le sait son essence. Ça veut dire que, par définition, la religion, c'est un rapport transcendant de nous, en tant qu'êtres qui nous savons finis, contrairement aux passionnés du pouvoir qui sont toujours dans un infini ou une recherche d'infini, que ce soit une infinie d'immortalité. Il y a toujours ce rapport de se croire infini, mais dans la notion philosophique de religion, c'est la question de notre acceptation de finitude, mais néanmoins, nous avons l'idée d'un infini que nous ne sommes pas. Voilà. Et donc, et même plus qu'une idée, un sentiment. Et donc, c'est du point de vue philosophique, elle est là, la transcendance. Et du point de vue psychopathologique, il est du ressort de la pathologie mentale de se croire, entre guillemets, Dieu à la place de Dieu. Et c'est totalement du registre souvent paranoïaque. Et finalement, on est dans une ère, une période, Carl Gustav Jung l'analyse,
en disant que lorsqu'il y a eu la phase de déchristianisation de la France, il l'analyse notamment dans son livre Hayon, et il parle après du règne de la technologie et du matérialisme, qu'il assimile à un règne luciférien dans le sens symbolique, finalement, non pas dans le sens d'un démon, comme certains pourraient l'entendre. Est-ce que finalement on est au bout du bout de ce règne, et que ceux qui sont finalement dans les règnes du pouvoir, ceux qui tirent les ficelles, que ce soit des individus qui sont à la tête du pouvoir ou des individus qui appartiennent à des think tanks et qui mettent en place les idées qui amènent le pouvoir à prendre des décisions, est-ce que eux ne sont pas finalement animés par cette dimension anti-spirituelle, anti-transcendantale, et justement purement immanente, donc purement horizontale, donc on pourrait dire purement luciférienne, si on reprend le terme religieux, et c'est ce qui conduirait finalement à la psychopathologie, non? La question est complexe, mais j'ai déjà envie de dire que de toute façon, le rapport au pouvoir temporel, c'est un rapport d'ambition spatiale, d'expansion spatiale. Donc la question de l'horizontalité, elle est assez juste, d'autant que acquérir une verticalité n'est pas chose si aisée du point de vue psychique, puisque c'est aussi acquérir une notion du temps qui passe, donc encore une fois notre finitude, d'acquérir la question de l'existence d'un avant-nous, de nos ancêtres, etc., d'un après-nous, donc de ne pas considérer qu'après nous, ce n'est pas de notre responsabilité, etc. Donc il y a une crise spirituelle au sens, à mon avis, de plusieurs sens. Encore une fois, je reste dans mon domaine, c'est-à-dire il y a une crise de l'esprit, c'est-à-dire une crise de considérer que les individus ne sont pas des êtres d'esprit, mais sont de pires objets, au mieux, des objets censés satisfaire une logique de consommation ou de production capitaliste extrême. Au pire, sont des inutiles qu'il convient de supprimer. Donc, il y a, on entend dans les discours politiques ces notions-là, des gens qui sont essentiels, pas essentiels, des métiers, des gens qui ne produisent plus rien, donc finalement c'est la production. Quand on a eu les motifs impérieux, le travail était un motif impérieux, mais la naissance d'un petit-fils ou d'une petite-fille ne l'était pas. Enfin, donc on était vraiment dans cette dimension. Et ce que moi je trouve intéressant, c'est que précisément donc, dans ses leçons sur la philosophie de la religion, Hegel c'est le philosophe de la philosophie du droit, et c'est le philosophe de la phénoménologie de l'esprit. Et c'est donc, il va se poser les questions fondamentales sur les garanties de la civilisation entre nous. Et de ce fait, à un moment donné, il va avoir ce constat dans la philosophie du droit, il va avoir ce constat que notre liberté se construit dans notre rapport intime, c'est-à-dire dans notre rapport intime à cette transcendance. C'est-à-dire que si nous n'avons pas ça, si nous sommes dépossédés de cela, en réalité, tout ce qui est liberté apparente n'en est pas. Donc, c'est une première chose, et que c'est constitutif du droit. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport transcendant, il y a un rapport sacré, à la fois sur l'individu, sur le droit. Et ce philosophe, qui est le philosophe de la rationalité, il faut quand même aussi le rappeler, va relier ce sentiment de liberté dans notre vie intime il va en donner une définition qui est en fait la rencontre de l'amour inconditionnel, de l'amour infini intérieur de nous. Et donc ça, je pense que c'est très intéressant parce que c'est le fondement de la charité. Moi, j'insiste beaucoup sur la charité et pas sur la solidarité. C'est-à-dire que c'est qu'à un moment donné, on va être happé par
cette dimension d'amour qui nous dépasse, et c'est là qu'on va poser les fondements de la civilisation. C'est-à-dire que même si moi je suis en danger, je vais aller aider l'autre, je vais lui porter assistance, je vais lui porter secours. Hein. Et j'avais cité Saint François d'Assise précisément, donc pour son action avec les lépreux. Là, on est clairement dans quelque chose qui est de l'ordre de cette transcendance qui nous dépasse, mais qui se caractérise non pas par la haine, non pas par j'ai raison et je fais la guerre avec un prosélytisme, etc., mais par la question de cet amour infini. Alors, du point de vue de la philosophie, Hegel je vais le citer un petit peu, mais ça me paraît très important d'apporter cet élément, surtout que ce sont des textes assez méconnus et pourtant, à mon avis, assez majeurs, Bien sûr. où il va dire, quand il va rappeler qu'on dit généralement Dieu est amour, mais il va falloir comprendre ce que c'est que la nature de l'amour. Hein. Et donc, il va essayer de définir l'amour, et il va le définir ainsi, je le cite, avoir conscience, avoir le sentiment de cette identité d'être hors de moi-même et dans l'autre, voilà l'amour. Ma conscience n'est pas en moi, mais dans l'autre. Cet autre avec lequel seul j'ai ma satisfaction et la paix avec moi-même. Et c'est donc la paix qui se rencontre dans un rapport à l'autre. Et il va dire qu'à ce moment-là, on va acquérir un sentiment d'unité. Et je le cite encore, voilà l'amour, et ce sont de vaines paroles si l'on parle de l'amour sans savoir qu'il est tout à la fois la différenciation, c'est-à-dire nous sommes différents, et le dépassement de cette différence. Donc, ce n'est pas, on est vraiment aux antipodes d'une logique qui voudrait que l'autre soit identique à moi, soit le même que moi. Et ça, c'est la logique totalitaire, qui pense les mêmes choses que moi, qui croit la même chose que moi, etc. Oui. Et donc, je trouve intéressant, et je pense que là, avec en tout cas l'apport de ces définitions, on peut dépasser un certain nombre de clivages. Oui, d'ailleurs, on voit bien dans cette période, cette logique totalitaire qui essaie de se mettre en place en essayant d'uniformiser finalement les comportements à travers notamment la technologie. Alors que, comme dit l'adage, l'expression, la richesse est dans la diversité. Finalement, l'intelligence est dans la diversité, c'est dans la confrontation, c'est comme ça qu'on est souvent. Et plus on va essayer d'uniformiser tout, et moins on sera performant et on sera finalement dans ce qu'on est, nous, c'est-à-dire complémentaire, et cette nécessité de s'apporter mutuellement des choses par des actes de charité. D'ailleurs, on voit bien depuis le début que vous engagez dans cette crise, votre acte de charité, je dirais, qui est quand même assez important, puisque vous accompagnez quand même beaucoup les gens pour qu'ils retrouvent un équilibre en dehors de toute dimension sectaire ou irrationnelle. Et vous essayez donc de leur amener des éléments de compréhension sur ce qui est en train de se dérouler d'un point de vue psychique, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre. Et bon, ne serait-ce que pour ça, merci beaucoup, parce que c'est quand même très important, vraiment, le travail que vous faites. Et je pense que indirectement, vous êtes récompensé, vous êtes à la bonne place, je dirais, euh, qui récompense vos 20 ans de recherche là-dedans, dans ce moment assez historique qui font que il y a beaucoup de gens qui en ont besoin de poser des mots là-dessus. Je voudrais simplement, avant de poursuivre un petit peu nos questions, je voudrais revenir à cette notion de l'esprit que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que finalement, la notion de psychopathologie qui se met en place dans le pouvoir n'est pas liée à cette notion de mauvaise compréhension ou peut-être de déformation de ce qu'est l'esprit avec un grand E, qui, pour les Grecs, socratiques, présocratiques, était appelé ça comme une âme, en fait, immatérielle et immortelle. C'est-à-dire que l'âme n'est pas des fonctions végétatives du corps, comme on essaie de nous le faire croire depuis Darwin, on va dire, à peu près, depuis l'évolution darwiniste, c'est-à-dire on serait simplement, comme vous disiez, de simples objets utiles ou inutiles en fonction des politiques, peu importe, mais qu'en fait, il y a en chaque individu une âme immatérielle et immortelle, donc une forme finalement qu'on pourrait qualifier de divinité en devenir, peut-être à cultiver ou à reconnecter,
Et le fait de vouloir faire croire aux gens, justement, qui n'ont pas cette âme intérieure, eh bien, c'est essayer de les couper de toute forme de transcendance et donc, finalement, de couper toute forme de sens à la vie, toute forme de... Bon, peut-être pas couper toute forme de sens, mais couper finalement toute forme de compréhension de ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Alors, au Est-ce que niveau de c'est la clair pour vous? philosophie, Oui, oui, oui. Au niveau de la philosophie, je ne vais pas rentrer, sinon on va y passer très longtemps, mais oui, on va néanmoins distinguer l'âme et l'esprit. Hein, donc, c'est bien sûr que les deux parlent de notre rapport immatériel, mais on va dire que dans l'esprit, c'est vraiment pour le dire avec une image, c'est le souffle qui est à l'origine de la création. D'accord? C'est ce qui nous maintient oui. voilà. Alors, euh, Souffle de vie. voilà. Voilà. Alors, il est certain que nous sommes des êtres spirituels en ce sens que, à un moment donné, dans notre construction psychique, si ça se passe bien, entre guillemets, nous avons accès à des questionnements de type métaphysique, c'est-à-dire qui nous sommes, d'où venons-nous, où allons-nous, quel est le sens de la vie sur Terre, pourquoi suis-je là, etc., etc. Tout à fait. Ces questions métaphysiques interviennent à un moment donné du développement psychologique assez abouti, hein, c'est-à-dire, on va dire qu'en général, vers 5, 6, 7 ans, on va dire par là, il y a pour l'enfant le surgissement de questions métaphysiques qui sont aussi liées à justement l'acceptation de sa finitude et à un commencement de prise de conscience de notre caractère mortel. C'est-à-dire que nous sommes mortels, nous sommes des êtres mortels, nous mourrons. Et donc, c'est un petit peu le sens que philosophie, c'est apprendre à mourir, c'est-à-dire en fait, c'est apprendre déjà que nous allons mourir, parce qu'il peut y avoir une négation de ce fait pour de nombreux individus. Donc, Mhm. si nous savons que nous allons mourir et que nous en avons pleinement conscience, alors nous avons la responsabilité de savoir qu'allons-nous faire du temps de vie qui nous est donné. Hein, c'était les stoïciens qui disaient que finalement, il fallait plutôt que d'avoir peur de la mort, avoir peur de ne pas bien employer son temps de vie. Donc, ça me paraît essentiel. Tout à fait. Donc, il faut savoir que du point de vue de certaines pathologies des troubles narcissiques qu'on a pu citer, notamment la perversion et la paranoïa, qui sont des pathologies de troubles narcissiques, l'accès à ces questionnements métaphysiques n'est pas construit. Mhm. C'est-à-dire que, en fait, la religiosité ou la religion est conçue sous l'angle de l'idolâtrie, hein, c'est-à-dire qu'on met en place des idoles sous forme humaine, et pas du tout sur le plan de cet infini dont on en a l'idée, mais quelque part qu'on ne peut pas se représenter. Mhm. Euh, et donc, c'est en ce sens hein, que notre histoire occidentale, elle parle de ça. Quand elle parle de Pharaon et de Moïse, elle parle de ça. Elle parle de l'esclavage sur les corps et une biopolitique de Pharaon et une politique qui est une politique de l'idolâtrie. Je dis ça parce que dans certains pays, il y a maintenant les tables le décalogue de la pandémie. Donc, on voit bien il y a un remplacement total d'une dimension symbolique, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui construit le fondement de la civilisation? C'est certains interdits fondamentaux. Et ces interdits fondamentaux sont aussi un rapport métaphysique à l'autre, hein, parce que l'autre est un individu sacré qui va aussi mourir, mais je ne peux pas lui ôter la vie, euh, parce que je suis un être fini. Et il a aussi à construire son temps de vie, etc. Donc, tout ceci, normalement, faisait partie des valeurs qui structuraient nos sociétés du monde occidental, de nos racines. Mhm. Et c'est une certaine conception euh, euh, de civilisation auquel ces profils passionnés du pouvoir n'ont pas accès. Ils n'ont pas Tout accès, oui. simplement parce que eux-mêmes, on parlait de la vie intime, n'ont pas accès. Il y a une sorte de vide
vide intérieur qui est comblé par cet attrait du pouvoir. Et ce vide intérieur est une forme de désespérance. Donc, il faut aller absolument saisir, prendre possession, enfin avoir l'illusion de prendre possession de l'intime d'autrui, voilà, pour tenter de combler ce vide. Mais en réalité, c'est totalement voué à l'échec, bien sûr. Oui, c'est très intéressant, effectivement, c'est une clé importante là que vous donnez, justement, ce rapport intérieur à la transcendance qui n'existe plus ou pas chez les personnes qui mettent en place ces politiques dites totalitaires, finalement, et donc qui sont animées indirectement par cette psychopathologie. Et on a l'impression effectivement de le voir chez beaucoup de dirigeants à l'heure actuelle, puisque c'est quand même, ça semble être une opération coordonnée. Donc c'est pas très difficile de voir lesquels sont plutôt dans cet état psychique-là, je dirais. Est-ce que derrière toute cette crise, n'y a-t-il pas une dimension crise sanitaire, bien sûr, hein. Est-ce que derrière cette crise sanitaire, il n'y a pas une dimension messianique? Et si je pose cette question, c'est parce qu'il y a déjà eu plusieurs références dites eschatologiques par différentes personnes, dont le président français, qui a parlé dans une interview au Financial Times, ça a beaucoup marqué les esprits et certains que la bête de l'événement était là, ou qui a dit dans une autre interview avant d'être élu qu'il était en mission, qu'il y avait une dimension spirituelle dans ce qu'il vivait, mais finalement, dimension spirituelle, pas comme on vient de la définir juste avant, parce que visiblement, je dirais plutôt une dimension anti-spirituelle, mais après, peut-être que je me trompe. Est-ce que finalement, à travers, et même la référence au dieu grec, Jupiter, au dieu romain, pardon, Jupiter, qui était Zeus, qui est le dieu des dieux, qui est finalement d'abord la planète en elle-même, Jupiter, qui a été personnifiée à travers les âges par une statue qui représente donc finalement un état psychique, c'est-à-dire une forme de puissance, de domination. On se souvient de Jupiter avec son éclair à la main, celui qui a dominé finalement, qui essaie de dominer tout le monde, qui est au-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas justement une dimension messianique derrière tous ces symboles qui sont décimés un peu depuis plusieurs temps dans la politique et à Alors, ouais. Oui. Je ne sais pas forcément répondre à toute la question, mais je vais apporter mes éléments de compréhension. Je suis tout à fait passionnée de mythologie grecque, mais je l'entends ou j'entends les mythes d'un point de vue symbolique, c'est-à-dire qu'est-ce que les mythes peuvent nous enseigner en tant qu'histoire imaginaire qui déroule justement des types de chemins psychiques, de compréhension psychique, et en ce sens, ils ont une certaine universalité. Par contre, on peut s'interroger ou s'effrayer peut-être justement de cette idolâtrie ou de cette mise en scène d'une idolâtrie d'idoles, donc d'autant plus que les dieux romains ou grecs ont des tas de défauts et ressemblent fortement aux humains qu'ils prétendent diriger, c'est tout l'intérêt du point de vue de la vie psychique. Mais on est vraiment dans complètement quelque chose qui relève, encore une fois, de l'idéologie. Toutes ces allusions, on suppose, on peut même mettre en rapport le fait qu'il y aurait des croyances idéologiques extrêmement fortes de type sectaire au niveau de certains dirigeants politiques. Et effectivement,
on est beaucoup plus en lien du point de vue de la psychopathologie avec le délire mystique de type paranoïaque qu'avec quelque chose qui relève de la transcendance. Hein. Donc, encore une fois, quel est l'objet, quel est l'objectif? C'est effectivement, manifestement, non pas l'amour infini, inconditionnel qui nous autorise, nous permet et nous encourage à la responsabilité individuelle, mais l'écrasement des individus et une recherche de pouvoir, davantage de pouvoir temporel. Hein. Donc, on peut s'interroger et même on peut être un peu inquiet, enfin même très inquiet hein, de cette religiosité ou de ce caractère mystique qui parfois transpire dans des discours politiques, mais également au niveau de la religiosité du scientisme. Hein. On est dans les mêmes processus. Hein. Après, on peut aussi s'inquiéter parce qu'encore une fois, la paranoïa est une folie contagieuse. Hein, donc, moi, j'avais parlé de contagion délirante bien avant le sanitaire qui nous occupe. Et Hannah Arendt parlait du virus du totalitarisme. Hein. Donc, je pense que la contagiosité, elle est manifestement très forte à cet endroit. Qu'il y a aussi, pour beaucoup de personnes, l'attente d'un sauveur terrestre. Hein, c'est-à-dire Trump ou quelqu'un d'autre qui viendrait nous sauver. Et ceci relève encore de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on cherche toujours un sauveur extérieur à nous, etc. Et puis en même temps, ça nous permet d'éviter un certain nombre de responsabilités d'être dans cette démarche. Et donc, c'est un petit peu la même chose parce qu'à la fin, il demeure, en tout cas en apparence confortable, de se réfugier derrière c'était les ordres ou c'était le protocole. Voilà. Et je vous invite à lire, peut-être que vous l'avez déjà lu, hein, mais le livre de Carl Gustav Jung qui s'appelle Aion, étude sur la phénoménologie du soi, qui est ici. Et aion, ça veut dire l'air en grec. Et dans ce livre, justement, il étudie, j'allais dire, presque la période actuelle. Il étudie presque la période actuelle dans le sens où il étudie ce qu'on appelle le symbole de l'homme-dieu chrétien à travers la personne du Christ, avec son opposé et son opposant, qui serait donc l'antéchrist, c'est-à-dire l'imitateur gonflé d'arrogance, de perversion, de division, etc., etc. Et il parle justement de grands cycles du moi platonicien qui ont animé toute l'ère chrétienne, c'est-à-dire un cycle de 2160 ans, et qu'à la fin de ce grand cycle arriverait la rencontre finalement entre deux psychés opposées, totalement opposées, entre celle donc de l'antéchrist et du symbole du Christ. C'est un livre qui est assez éclairant justement par rapport à votre discipline sur la période actuelle et sur le messianisme potentiel qu'on peut assimiler à ce qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle. Vous disiez effectivement qu'on a l'impression que parfois, je dirais même que parfois c'est même pas une impression, que les dirigeants sont affiliés à des formes de sectes en fait. Et que le système dans lequel on serait dirigé par une espèce de secte qu'on ne voit pas, effectivement, hein, mais qu'en fait, tout découle après de l'idéologie de cette secte. Oui, c'est mon sentiment. Je pense même, plus on regarde de près ces questions, plus déjà on s'aperçoit que, et Hannah Arendt nous en avait prévenu en 1945, que le nazisme n'a pas perdu la guerre, c'est l'Allemagne qui a été sacrifiée. Finalement, les nazis ont été recyclés dans beaucoup d'institutions et quelque part,
les conceptions du monde nazi qu'on retrouve dans le transhumanisme, hein, qui est une sorte de surhomme, voilà, Complètement. eh bien, se transmettent de père en fils, c'est-à-dire qu'on est dans cette conception du monde de recherche d'immortalité terrestre, de recherche de pouvoir, d'instrumentalisation, d'expérimentation médicale, etc. Et je crois que c'est de plus en plus certain que l'affiliation, pour ceux qui cherchent, on la trouve, hein. Oui, Donc, oui, c'est voilà. ça. Pour ceux qui cherchent, effectivement, on la trouve. Oui, oui. Et Anna Arendt nous en avait prévenu en 1945, ne criez pas victoire tout de suite, parce qu'en fait, euh, ils ont plutôt une ambition, les nazis ont une ambition internationale. C'est une ambition qui ne s'arrête pas à leur petite personne, hein, donc la transmission effectivement de père en fils, tout à fait envisageable. Et elle avait dit, il est probable qu'ils reviendront sous la forme en tout cas en passant par le chemin de l'Europe. D'accord. Un article en 1945. Ça ne m'étonne pas du tout, sachant que si on s'intéresse un petit peu à la question de compréhension, comment s'est créé le nazisme, comment il s'est fondé, etc., on voit les liens financiers importants qui partent de différents pays et qui sont souvent à l'origine, j'allais dire presque, des deux camps dans toute forme de guerre. Donc il y a quand même à mon avis, effectivement, cette idée qui est imprégnée chez certains individus qui ne sont pas prêts de lâcher le morceau comme ça. Tout à fait. Et il y a un très bon livre, d'ailleurs, soit dit en passant, pour ceux qui veulent comprendre, peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, de Carol Quigley, Tragédie et espoir. Carol Quigley était le professeur de Bill Clinton, il était professeur à Georgetown. Il a travaillé, c'était un grand érudit, il a travaillé avec les plus hauts sommets des individus, on va dire, dans les sphères de pouvoir. Et il a écrit une synthèse de l'histoire qui va à peu près de la fin du 19e siècle jusqu'au justement l'après-deuxième guerre mondiale. Et en fait, il retrace absolument tout. C'est sidérant, en fait, c'est incroyable. J'ai envie de dire, c'est le livre à avoir dans sa bibliothèque si vraiment on veut comprendre l'histoire. Il n'y a plus besoin de suivre les cours universitaires. Il a fait une synthèse absolument incroyable. Il montre tous les liens économiques, financiers, d'intérêt et comment, en fait, quelles sont les vraies causes, en fait, des guerres, finalement. C'est-à-dire ce qu'on ne nous apprend jamais, au final. D'ailleurs, il l'a publié à la fin de sa vie. Pourquoi? Ça, vous en doutez. Je voudrais qu'on puisse poursuivre et voir finalement pourquoi il y a autant de gens qui tombent dans le piège de cette manipulation. Le mécanisme, en fait, pourquoi c'est autant des gens, en fait, qui sont, peu importe le niveau d'études, le niveau d'intuition, enfin souvent les gens intuitifs justement ils tombent un petit peu moins dedans on va dire, mais peu importe le niveau d'études, peu importe la classe sociale, il y a énormément de gens qui tombent dans cette forme de manipulation et souvent d'ailleurs parce que c'est mondial, c'est souvent le mot qui revient. Est-ce que c'est d'abord parce que c'est une méconnaissance des arcanes du pouvoir? Est-ce que c'est à la fois ça plus une dimension psychique particulière? Le fait peut-être de ne pas être animé par une forme de transcendance, comme on évoquait déjà avant, ou qu'il n'y a pas cette question. C'est-à-dire que le sens de la vie, pour certains, simplement est de reproduire, si je caricature un peu, hein, mais de reproduire un quotidien confortable qui fonctionne, sans avoir un questionnement intérieur. Qu'est-ce qui fait finalement que les gens tombent dans ce piège? Je pense qu'on a, on a une réponse complexe, hein, à différentes facettes à apporter. Ouais. Mais en préambule, je pense qu'on a fragilisé les populations qui sont dans le confort matériel sont extrêmement fragilisées parce qu'effectivement, il y a plus à perdre. Et la question de la perte, encore une fois, c'est la question de notre rapport à la mort, tout simplement, Oui. puisque la perte de l'autre, la perte du lien, la perte euh, notre propre vieillissement progressif, etc. Donc, ce sont des questions qui angoissent. Et effectivement, moins on a été
entraîné à perdre, plus c'est compliqué sur le plan psychique. Ça, je pense que c'est un point assez important de ce que nous traversons et qui a affaibli beaucoup, hein, parce qu'on peut se renforcer psychiquement, mais on peut aussi s'affaiblir, hein, comme dans le sport, hein, voilà, comme au niveau physique. Donc, les manipulations, elles fonctionnent, elles piègent les individus par les émotions, notamment les émotions de terreur et de culpabilité. Elle piège aussi les individus par un usage dévoyé de la langue, hein, qui va sidérer la pensée, qui va la noyer dans différents paradoxes. Donc, au bout d'un moment, on ne comprend plus rien. Et parmi ces paradoxes, il y a ce qu'on appelle le conflit de loyauté, c'est-à-dire le faux choix. Hein. C'est-à-dire, on vous donne l'illusion d'avoir le choix, et en fait, ce n'est pas un choix. Donc, voilà. Donc, il y a toute cette dimension. Et cela a pour conséquence que l'individu n'est plus en état de réfléchir, et même comme il y a une utilisation de chocs traumatiques réitérés, présentés en plus dans des discours qui nous expliquent que c'est pour notre bien, l'individu est dissocié, c'est-à-dire qu'il est divisé à l'intérieur de lui sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, hein, au niveau des traumatismes, et sur le plan intellectuel. Il n'a plus de capacité à raisonner et à juger avec discernement. Oui. On constate tout simplement que déjà très peu de psychismes sont entraînés à résister à la violence psychique. Et ceci, on en a eu plusieurs expériences. Alors en psychologie sociale, l'expérience de Milgram est très connue, mais je renvoie donc nos auditeurs à d'autres expériences, par exemple comme une expérience qui est relatée dans un livre du philosophe Michel Terestchenko, un livre qui s'appelle « Ainsi fragile vernis d'humanité ». Banalité du mal, banalité du bien. Et c'est l'expérience de la prison de Stanford. Et l'auteur, je vais le citer, il y parle d'un processus de dépossession de soi, de dépersonnalisation, de perte de son autonomie, qui conduit à briser toute conscience de sa propre identité, de son moi intime, on revient encore là, mais aussi à l'embrigader dans une institution rationnellement organisée. Et dans cette expérience, en fait, on va donner le pouvoir de geôlier à des étudiants, sur d'autres étudiants prisonniers. On va voir que ça va complètement déraper. Et même le psychologue organisant l'expérience va déraper. Donc, c'est très... Et pourtant, il sait ce qu'il cherche. Voilà. Donc, la conclusion de Terestchenko, c'est que lorsque l'individu est livré sans défense au pouvoir absolu d'une autorité supposée, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui perd le sens des réalités, il va voir ses protections psychiques sauter. Donc tout ce qui le protégeait psychiquement va exploser. Et donc, à minima, il va se réfugier dans l'obéissance en fonctionnant comme un automate. Oui. Parfois, il va se réfugier dans la perversion. La perversion, on va la résumer ainsi dans ces circonstances. C'est le sentiment qu'il est préférable d'exercer un petit pouvoir, même déviant, que de sombrer dans l'impuissance la plus totale. Et parfois, tout simplement, l'individu ne va pas pouvoir se maintenir au niveau psychique ni dans l'obéissance ni dans la perversion, il va devenir fou. Voilà. Donc, la question de tomber dans le piège, c'est la question des résistances par rapport à la violence qui est exercée. Et donc, c'est vrai que la compréhension aide, parce que si on a conscience qu'une violence est exercée contre nous, déjà, on est un peu plus avancé, on va dire, hein, sur le chemin de la compréhension, alors que si on pense que c'est pour notre bien que cette violence est exercée contre nous et qu'on ne met pas le nom de violence, le mot de violence sur cette dimension, déjà, c'est plus compliqué. Voilà. Mais certains n'en ont même pas conscience, finalement, de cette notion de violence, hein, ou du moins, ils sont dans le déni, ils ne veulent pas la voir. Pour eux, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est normal ce qui se passe, malgré les incohérences. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'ils se créent eux-mêmes un récit cohérent à partir d'informations qui sont elles-mêmes souvent très incohérentes?
Je ne sais pas si le récit est si cohérent que ça. Par contre, je pense, c'est une réflexion que je me fais Ouais, et que des personnes aussi m'ont suggéré, que la proposition idéologique, par exemple, il y a un grand virus qui menace la survie de l'espèce humaine, qui est une proposition en fait sous-jacente à toutes les bien sûr, décisions, sinon on n'aurait pas pris des décisions comme ça. c'est ça. Euh, eh bien, en fait, elle propose une sorte de, de film dans lequel des personnes, des individus qui étaient donc euh, frustrés au niveau de leur vie, qui n'étaient pas satisfaits de leur vie, vont enfin pouvoir jouer un rôle. Et enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et enfin, on va sauver, dans tous les sens d'ailleurs, on va sauver en tant que héros de la, de la santé, ou on va sauver en tant que héros révolutionnaire, ou on va sauver, etc. C'est-à-dire qu'il y a une proposition de rôle qui Mhm. vient se substituer à l'insatisfaction chronique de nos existences et à la perte de sens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il est intéressant d'interroger parce que cela peut euh, faire en sorte que les individus cherchent à maintenir cette idéologie. D'ailleurs, ou ces idéologies, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent arriver, on peut nous sortir une idéologie, d'autres idéologies, hein, guerrières, il faut sauver la nation, Sûr. ou voilà, il faut sauver la planète, parce qu'il y a le réchauffement climatique, enfin, etc. On peut, toujours des idéologies qui sont fondées sur la persécution et le sauveur, mais il peut y avoir une tentation inconsciente de s'accrocher à ces idéologies, d'ailleurs, même chez ceux qui les dénoncent, parce que, enfin, il y a quelque chose qui donne du sens à l'existence, des existences qui n'avaient pas, enfin, en tout cas, qui étaient plutôt des insatisfactions. Et je pense Ouais. que ça, c'est quelque chose, donc il peut y avoir cette réponse, voilà, ce rôle dans le film. Et donc ça, je pense qu'il faut y avoir une grande vigilance à ce qui se passe pour chacun dans cette histoire. Voilà. Et dans la place que chacun prend finalement dans cette histoire. Et donc, utiliser cette crise pour repenser euh, le sens de nos existences. Et justement, remettre les questions métaphysiques au milieu, parce que sinon, il pourrait y avoir effectivement une tentation collective, inconsciente, de part et d'autre, hein, y compris donc, dans ceux qui dénoncent, mais qui enfin ont un rôle, quoi, enfin sont reconnus, enfin, vous voyez, de tout ça, quoi, Oui, et oui, bien bien sûr. de faire perdurer euh, ce qui se passe. Oui, donc là, on bascule dans une autre forme de perversion finalement. Oui, Donc d'une certaine oui. façon, oui. Comment Voilà. on pourrait dire, j'allais dire peut-être pour finir sur une bonne note, comment on pourrait conseiller à la fois peut-être à des parents ou à des individus de déjà de protéger leurs enfants, les protéger psychiquement finalement de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire comment leur donner deux, trois clés pour qu'ils puissent se préserver de, de schémas identiques, de schémas d'idéologie qui seraient agressifs comme ça dans notre quotidien. Est-ce que, est-ce que vous avez une petite idée là-dessus qu'on puisse donner à nos Alors, spectateurs? j'avais tout à fait, j'avais écrit il y a plusieurs années un petit livre qui maintenant est un livre de poche qui s'appelle Se sentir en sécurité, qui, à mon avis, est très important. Enfin, C'est de bonnes c'était clés? vraiment Oui, oui, des clés parce que, bon, il y a plusieurs écoles, bien sûr. Moi, je vais donner mon point de vue. Je pense que les enfants doivent être préservés dans leur vécu d'enfance, sûr. c'est-à-dire le moins possible être exposés à la folie du monde. Ils auront bien le temps ensuite d'y être confrontés. Et qu'est-ce que c'est euh, le développement psychique de l'enfant du point de vue de notamment quelque chose de fondamental qui est le sentiment de sécurité intérieure? Il doit passer par le jeu et il doit passer par l'imaginaire, c'est-à-dire la capacité à déployer
en fait, suffisamment d'imaginaire, donc aussi à rencontrer de l'imaginaire, donc des histoires, des contes, etc., qui permettent à l'enfant d'avoir un support également pour affronter les dangers du monde extérieur. Parce que si on prend par exemple une histoire que j'aime beaucoup qui est Le loup et les chevreaux, la mère part au marché et laisse les petits chevreaux en disant attention, hein, vous ouvrez pas la porte, hein, le méchant loup et tout. Et le loup, il vient, il se déguise, donc il met ses pattes blanches, il avale de la craie pour faire croire que c'est la chèvre, etc. Donc ce sont des histoires qui enseignent aussi, mais qui déploient voilà, une capacité de créativité, d'imaginaire. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux. En tout cas, pour moi, on peut faire toutes les révolutions qu'on veut. Si on n'a pas fait cette révolution intérieure de retrouver notre capacité créatrice et cet univers d'imaginaire, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle les systèmes totalitaires finissent toujours par persécuter la littérature et les arts en général, et quand même nous en avons eu des prémices dans le traitement infligé à la culture, ce sont des portes ouvertes en fait, des portes ouvertes vers justement l'idée de liberté, vers notre nature humaine, etc. Donc pour les enfants, je dirais, il s'agit presque de leur permettre d'avoir des formes d'antidote à ce qui se passe aujourd'hui. Et ça peut aussi être, encore une fois, de donner d'autres types de racines de ce qui s'est passé avant dans le monde, de ce qui s'est passé à d'autres époques, voilà, parce que ça donne des points de comparaison. Hein. Et voilà, c'est un petit peu mais tenter au maximum de les préserver, ça, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental, oui. Et pour les adultes, est-ce qu'on pourrait dire qu'il faudrait qu'ils retrouvent leur âme d'enfant un peu? C'est-à-dire se En un reconnecter à une certain forme de sens, oui. créativité, pareil, En une un forme certain sens, oui. de retour Et peut-être un peu à la c'est nature, oui. tout à fait. Et la nature, en ce sens qu'elle existe avant nous, elle existera après nous, quoi. Et donc, ça nous renvoie aussi à la question de la finitude et de ce que Kant appelait le sentiment du sublime. C'est-à-dire qu'on a le sentiment du sublime quand on va se retrouver face à un sentiment d'infini dans une nature qui nous dépasse. Donc, je pense que tout ceci, oui, c'est pareil pour les adultes. Hein. Personne ne prendra de bonnes décisions dans sa vie en étant en réaction par la peur à un pouvoir qui cherche à faire peur. Voilà. Donc, je crois que chercher à se stabiliser intérieurement et à éviter des émotions excessives que les stoïciens appelaient troubles de l'âme. Donc, il faut chercher à Oui, se c'est ça. stabiliser pour pouvoir reprendre un peu le pouvoir sur sa vie. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Ariane. Je pense que on a bien tourné autour de la question de cette psychopathologie du pouvoir, son lien avec un petit peu la dimension spirituelle et comment justement donner des clés en toute fin pour essayer de s'extraire de ça. Merci Ariane pour votre bienveillance, merci pour votre charité d'âme, pour tout ce que vous partagez pour tout le monde finalement, qui est une forte aide en ce moment. J'espère que tout le monde aura apprécié. Je vous laisse le mot de la fin, si vous avez quelque chose peut-être à dire aux spectateurs ou en guise de conclusion, c'est à vous. Et après, je coupe l'enregistrement, mais vous pouvez rester de quelques secondes. D'accord, merci à vous. Je pense que dans le vécu totalitaire, précisément, ce qui est très important, c'est remettre l'individu au centre. C'est-à-dire qu'on est dans un écrasement des individus. C'est pas très grave si des individus sont sacrifiés pour la collectivité. C'est pas très grave qu'on sacrifie les enfants pour les personnes âgées. C'est pas très grave, etc. Qu'on sacrifie les personnes âgées pour d'autres. Enfin, et ces logiques sacrificielles doivent impérativement être mises en lumière pour être interrompues. Voilà, parce que, encore une fois, nous n'avons, je crois, pas le droit, tout à fait, du point de vue moral, de sacrifier des individus. Donc, remettre l'individu au centre, sa souffrance,
son témoignage, son vécu, les impacts de décisions politiques parfois totalement coupées du réel et qui fonctionnent sur des logiques quantitatives, voilà, les remettre en question et même les dénoncer me paraît très important. Je pense qu'on va continuer là-dessus, continuer à mettre le doigt là-dessus, là où parfois ça fait mal, puisque c'est ce qui est nécessaire en ce moment. Merci beaucoup. Merci à toutes et à Merci à vous. tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.